Bonjour à tous et bienvenue sur Parole de plongeur. Je m'appelle Christelle et j'ai créé ce podcast pour partager avec vous, au travers d'interviews, les récits passionnants des amoureux de l'océan et de plongée. J'espère que vos écoutes seront remplies de découvertes et d'inspiration. Dans cet épisode, j'ai l'honneur d'interviewer un expert des requins qui s'intéresse tout particulièrement aux grands requins blancs et mène des expéditions en Afrique du Sud et en Australie depuis une dizaine d'années. Alessandro De Maddalena est italien et a gentiment accepté de faire cette interview en français. L'enregistrement étant de qualité très moyenne, j'ai décidé exceptionnellement de retranscrire la discussion par écrit. Vous pourrez donc trouver l'interview dans son intégralité sur le site internet paroledeplongeur.com. J'ai retranscrit les 1h10 d'interview par écrit. Vous trouverez donc des petits bonus dans cet article qui ne sont pas présents dans l'épisode audio. Bonne écoute! Bonjour Alessandro. Bonjour, merci de l'invitation. Je vous remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation. Je suis honorée de pouvoir faire l'interview avec vous. Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter un petit peu? Oui, sans doute avec plaisir. Je suis un expert de requins, je suis un chercheur, j'écris aussi des livres, je suis illustrateur, encore une fois sur les requins, et photographe naturaliste en général, et puis j'ai conduit des expéditions pour observer les requins dans leur environnement. Je suis docteur en sciences naturelles, j'ai complété mes études à l'université de Milan avec une étude sur la présence du grand requin blanc dans la Méditerranée. Et donc là, en ce moment, vous êtes en Afrique du Sud. Pourquoi est-ce que vous avez choisi l'Afrique du Sud? J'ai choisi l'Afrique du Sud car il y a 10 ans, l'Afrique du Sud, c'était l'endroit du monde où il était possible de sortir en mer dans la juste période, ça veut dire 6 mois par année, être, pour dire, sûr de voir des requins blancs, de les voir bien, de les voir en bon nombre, et aussi très très proche de la côte, car il s'agit de 20 minutes de navigation, c'est incroyable. Très facile pour tout le monde. Et en plus l'occasion de pouvoir donner les cours de biologie des requins en travaillant avec un expert des requins que j'ai estimé beaucoup, c'est Chris Follows. Et avec Chris Follows, j'ai eu l'occasion de pouvoir faire ce truc-là. Pas seulement un truc pour les touristes, mais un truc pour tout le monde, les étudiants universitaires, les photographes sous-marins, tous les gens qui s'intéressent sérieusement aux requins et sont intéressés à apprendre sur ces animaux. D'accord, donc vous évoquez l'Australie. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut voir des grands blancs? Oui, bien sûr, il y en a plusieurs. Le problème, c'est que quand nous voulons faire ce genre d'expédition, il faut choisir des endroits où il y a des requins blancs, mais il y a aussi des opérateurs qui travaillent, et il y a en situation aussi avec la permission de la loi locale de faire ce genre d'activités. Par exemple, tout le monde a vu les images des gens qui nagent avec le grand blanc sans cache. Bien, ça est interdit, on ne peut pas le faire. Et la chose prioritaire, c'est de respecter les animaux. La deuxième chose, c'est de travailler avec le respect pour la loi locale. Et alors, bien sûr, il faut trouver des endroits où il y a une plutôt bonne abondance de grands requins blancs, mais il y a aussi des opérateurs experts qui travaillent là-bas et respectent la loi locale. Alors, il n'y a pas beaucoup d'endroits où il y a des activités de ce genre. Par exemple, en Californie, il y a un bon nombre de requins blancs, encore un jour, mais la visibilité sous-marine est très, très mauvaise. Ici en Afrique du Sud, c'est plutôt mal, quelques jours c'est très mal, mais j'ai choisi de travailler à False Bay, car c'est l'endroit où la visibilité moyenne, c'est environ 5 mètres. Des autres endroits, comme par exemple à Mexique, à Guadeloupe, il y a une très très bonne visibilité. Il y a plusieurs opérateurs qui travaillent là-bas, mais pour le moment, je ne travaille pas à Guadeloupe, car il y a un problème aussi de trouver des opérateurs qui travaillent de la façon que j'aime. Comme je dis, ma priorité est que les animaux sont traités avec respect et que
on ne fait pas de trucs où l'animal peut rester blessé ou donner aux gens des idées fausses sur la périllosité de ces animaux. Est-ce que vous avez un conseil du coup pour des gens qui voudraient aller voir justement des requins blancs? Comment ils peuvent être sûrs que l'opérateur qu'ils choisissent est respectueux? C'est une très belle question. Hein? Alors, je comprends bien que pour les touristes, les gens qui ne savent rien, presque rien sur les requins, ou des simples passionnés, c'est beaucoup de fois impossible de comprendre quel est l'opérateur bon et quel est l'opérateur qui n'est pas éthique. C'est impossible dans beaucoup de cas. Dans tout cas, nous savons qu'il y a eu des opérateurs qui ont eu des accidents terribles. Je suggère à tout le monde de faire une petite recherche aussi sur YouTube, sur Facebook. Quand vous trouvez des opérateurs qui ont eu des accidents terribles, avec les requins blessés, mal, très mal, aussi morts, vous n'allez pas avec ces opérateurs-là. Ou une autre chose, si vous trouvez que des opérateurs ont utilisé des requins comme appât, ou comme charme, ça c'est pas un bon opérateur. Ça marche bien sûr quand le requin mange des autres requins. Mais c'est pas éthique, c'est pas une vision conservationniste utiliser des requins comme appât, quand tu sais que s'il y a des opérateurs qui vont demander aux pêcheurs, écoute, j'ai besoin tous les jours d'avoir des requins pour les utiliser comme appât, ils vont détruire les populations locales des requins. Ça s'est passé en Afrique du Sud. Une autre chose très importante que je veux dire, c'est aussi la chose de conduire les requins, de pousser les requins, à les faire mordre la cage ou frapper la cage violemment. J'étais dans la cage des centaines de fois. Tu sais combien de fois les requins blancs ont mordu la cage quand j'étais au-dedans? 2 fois. Comment c'est possible? Car tu regardes le documentaire et tu vois que toujours les requins mordent la cage. Ils ne donnent pas l'idée d'un animal très intelligent. Mais en effet, ils ont des organes d'électroréception, s'appellent les ampoules de Lorenzini, sont sur les museaux, et avec les ampoules de Lorenzini, il va s'apercevoir, par exemple, s'il y a une proie très proche, quand il n'y a pas de lumière, quand la proie se cache sous la sable du fond, et puis aussi pour naviguer. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des objets métalliques dans l'eau, ça va générer des courants galvaniques, de très faibles courants métalliques. Il va s'apercevoir de ça, alors il va explorer tous les trucs qui sont faits en métal. Les moteurs du bateau, la cage, les appareils photo. Il est très intéressé car il peut s'apercevoir du camp électrique. C'est pour ça qu'il va normalement quelquefois mordre un petit peu la cage, mais plus que mordre, la plupart des fois, c'est tout simplement va explorer. Dans les documentaires, tu vois que le requin blanc fait ça tout le temps. Pour quelle raison? Ils vont mettre la part très très proche de la cage. Tu fais jamais ça exprès, car tu veux pas que le requin va frapper la cage, mordre la cage. Il peut se blesser. Juste une petite précision, vous avez parlé des chums. Pour qu'on comprenne bien, c'est quoi? C'est des sacs qui sont remplis de restes de poissons pour juste pour transmettre une odeur, c'est ça, dans l'eau. Oui, les chums, vont dire, ce sont des restes de poissons, des petits des pièces de poissons, des sang de poissons, de l'huile de poissons. C'est tout simplement pour générer ainsi, de la façon que le requin va trouver le bateau. Là, va s'apercevoir de l'odeur et va trouver le bateau car tu as construit en route pour conduire le requin au bateau. Ça, c'est l'essence du charme. Mais tu vois, beaucoup d'opérateurs vont utiliser de grandes quantités de charme. Ça, pour moi, n'a pas de sens. Car normalement, nous allons voir le requin blanc où? Nous allons voir le requin blanc dans des endroits qui sont comme des grands restaurants, pour le Grand Blanc, des régions où il y a des colonies des sauterelles. Car les requins blancs adorent les sauterelles. Nous allons là, car il y a déjà
notre appât naturel, pour dire, non? Alors, tu n'as pas besoin d'utiliser beaucoup de charme. Un petit quantité. Mais bien sûr, tu vois des autres opérateurs en Afrique du Sud ou dans des autres endroits qui vont utiliser beaucoup de charme car ils ont dans la tête que si j'utilise plus de charme, le requin va arriver plus vite. Normalement, ne marche pas comme ça. Et l'autre chose est que tu as, dans tout cas, besoin aussi d'un petit appât car quand le requin arrive, car il a le charme, il trouve le bateau, mais à ce moment-là, s'il voit rien, il va s'embarquer tout de suite. Alors, le travail du charme, c'est de conduire le requin au bateau. Mais le travail de la part, c'est de garder le requin un petit peu autour du bateau de la façon que tout le monde peut l'observer. C'est pas, je le répète, pour nourrir le requin. Je suis pas d'accord avec le nourrissage des requins dans chaque film. J'aime pas. Car la raison pour laquelle nous aimons les requins, nous allons dire, c'est qu'ils sont des animaux sauvages, surtout les grands blancs. Il est fondamental, quand tu travailles avec des animaux sauvages, qu'ils restent sauvages. Et ça comprend aussi que tu ne vas pas lui donner à manger, car sinon, qu'est-ce qui peut se passer? Quelqu'un dit, nous ne devons pas donner à manger au requin, car sinon, il va soucier l'idée de manger avec la présence humaine, avec l'idée de la présence humaine. Et alors, il devient plus dangereux, il y aura plus d'attaques. Ça, sincèrement, c'est une bêtise. En effet, il n'y a pas un seul cas où nous avons vu que dans un certain endroit, le fait de nourrir les requins a fait augmenter les attaques aux êtres humains. C'est jamais passé. Il n'y a pas un seul exemple. La chose mauvaise de donner à manger au requin, c'est pas alors ça, mais c'est le fait que nous voulons qu'il reste sauvage. Si je vais donner un animal sauvage à manger tous les jours et en quantité suffisante, clairement, ce requin, cet animal sauvage, pourrait perdre l'intérêt à chasser. C'est pas bon. Je suis en train de modifier son comportement. Je ne veux pas faire ça. C'est pas éthique. Alors, l'appât, bien sûr, nous devons l'utiliser, mais première chose, l'équipage doit être très bon, très expert, et faire tout ce qu'ils peuvent pour faire que le requin ne mange pas l'appât. La deuxième chose, c'est que l'appât doit être petit et avec très peu de chair, de viande attachée. C'est-à-dire, si j'utilise la tête d'un poisson, ça marche. Il y a presque rien qui va vraiment alimenter le requin, aussi dans le cas qu'il arrive à la prendre. D'accord. Comment ça se passe, l'observation, vos études? Vous faites ça donc dans une baie où il y a beaucoup d'otaries, ce que vous dites? Est-ce que ça se passe tout au long de l'année, tout au long de la journée, ou est-ce qu'il y a des moments plus propices que d'autres? J'étais en train de dire qu'en Afrique du Sud, encore il y a 10 ans, il y avait environ 6 mois pendant l'année, pendant lesquels tu étais presque sûr de trouver les requins blancs et d'en observer un bon nombre. Ça veut dire entre 2 spécimens et 12 spécimens par jour. Maintenant, la situation a beaucoup changé, car ces 6 mois qui avaient aussi, en tout cas, environ 3 mois très bons, disons la partie meilleure de notre saison. Maintenant, ces 6 mois avec 3 mois parfaits sont devenus environ 2 mois. Tu comprends que maintenant, de voir le requin blanc est devenu beaucoup plus difficile. Aussi, dans ces environ 2 mois qui sont encore bons, tu ne peux pas attendre de voir entre 2 et 12 grands requins blancs par jour, mais tu seras content si tu vas voir entre 1 et 4 requins blancs. Tu comprends? La situation est en train de devenir pire et pire chaque année qui passe. Bien sûr, la faute, c'est la pêche,
toujours la faute des êtres humains. En tout cas, ce que nous faisons en Afrique du Sud, c'est de sortir pendant la matinée, normalement. Car pendant la matinée, surtout très tôt, à l'aube, tu as la possibilité de voir les requins blancs qui chassent les otaries. Après avoir observé la prédation des grands requins blancs sur les otaries à l'aube, sur le même site, nous allons mettre l'ancre et jeter l'ancre et nous attendons d'attirer les requins avec le cham, un petit peu de cham et la pas. Et cette période d'attente peut durer 2 minutes, peut durer 4 heures. Quelquefois, les requins n'arrivent pas, mais normalement, la période meilleure, ils vont arriver. Et bien sûr, en même temps, il faut que les gens soient prêts. Nous allons expliquer comment utiliser la combinaison des planchers, etc. C'est très facile, tout le monde peut le faire, car en Afrique du Sud, nous n'allons pas utiliser un étendeur. C'est pas nécessaire d'avoir un niveau de plongée bouteille. Tout simplement, tu vas dans la cage. Et dans la cage qui est attachée au bâton, et la cage reste à la surface, tu vas entrer dans la cage avec l'eau qui arrive ici, avec ta masque, tu attends quand l'équipage va te dire, le requin est en train d'arriver, à droite, à gauche, devant à toi, ou sous la cage, tu vas regarder, tu mets la tête dans l'eau, tu regardes le requin, prends ta photo, et puis tu reviens à la surface, tu comprends? C'est très très facile, et tout le monde peut le faire. Et puis nous revenons, plusieurs heures et demie, nous revenons au port et nous donnons les cours de biologie des requins pendant l'après-midi. Ce qui se passe en Australie, c'est différent car en Australie, nous allons monter sur le bateau. L'expédition, selon le cas, va durer 4 ou 5 jours en Australie. En Australie, nous restons tout le temps sur le bateau. Alors, c'est une véritable croisière. Nous sortons en mer de Port Lincoln. Nous allons aux îles Neptune. Et ça, c'est le site. La chose spéciale en Australie, c'est pas seulement que l'opérateur, c'est l'opérateur qui a inventé la plongée de la cage avec le grand blanc, et a cette très grande expérience, mais aussi qu'il y a la cage de surface, comme en Afrique du Sud, mais en plus, il y a la cage qui va descendre jusqu'au fond. Normalement, c'est environ 15-18 mètres. Quelquefois, peut-être un petit peu plus profond, jusqu'à 25 mètres. Alors, tu peux le faire aussi avec un niveau de plongée bouteille basse, comme open water. Et l'autre chose, c'est que en Australie aussi la cage de surface est différente car il y a un tendeur. Tu peux l'utiliser aussi sans niveau de plongée bouteille car la cage de surface reste à la surface. Tu vas respirer comme ça. Tranquille, l'eau est bleue, la visibilité normalement est environ 25 mètres. Et c'est magnifique, c'est bleu. Et les requins normalement en Australie sont plus grands qu'en Afrique du Sud. C'est très très bon. Merci. Et ces 2 mois de l'année où vous dites qu'on peut plus facilement voir les requins en Afrique du Sud, hein, c'est quel mois généralement? Oui. Normalement, tu vois, normalement, d'avril jusqu'à septembre, c'était bon. Et j'aimais toujours faire des expéditions à juin, fin août, depuis septembre. Ça, c'est ce que j'ai fait pour 10 ans. Maintenant, j'ai changé car, comme je dis, les périodes sont beaucoup plus courtes. Les mois, nous pouvons dire, juin et juillet sont les mois meilleurs. Tandis qu'en Australie, la période où on arrive à voir les requins blancs, c'est encore plutôt longue, mais ce qui a changé, c'est la périodicité. Ça veut dire que, par exemple, en Australie, la période meilleure a toujours été autour de juin, juillet, août. Maintenant, ça est devenu une période très, très difficile. La période meilleure, maintenant, c'est avril. Et maintenant, nous faisons l'expédition en Australie en avril, car c'est changé. Personne sait la raison, il y a des hypothèses, mais rien de sûr. Mais bien sûr, tu regardes ce qui se passe et tu vas changer quand il est nécessaire. Il faut dire qu'en ces 10 années d'expédition avec les Grands Blancs, avec toutes les expéditions que j'ai faites, très nombreux en Afrique du Sud, et aussi plutôt nombreux en Australie,
sur toutes ces périodes, eu seulement une expédition pendant laquelle nous n'avons pas vu Bergen Blanc. Mais je pense qu'en futur, ça deviendra malheureusement beaucoup plus commun. Je ne sais pas jusqu'à quand sera possible encore de faire cette expédition, car la situation est en train de changer négativement très très vite. C'est lié aussi, pareil, à la pêche? Oui. Le problème est que la pêche, ça se passe partout, aussi dans les pays où le requin blanc est une espèce protégée, comme l'Afrique du Sud et l'Australie. Un très très grand problème, c'est la pêche des thons et des espadons, car les requins peuvent atteindre jusqu'à 90% du total des captures de différentes espèces de requins. Et aussi, si les espèces plus pêchées avec ces genres d'erreurs, qu'on appelle les bycatch, c'est les prises accessoires ou prises accidentelles, sont les espèces plus pêchées sont les peaux bleues, les requins macons, et puis aussi des autres espèces comme les longimanus, les requins cuivre. Bien sûr, dans le nombre de requins capturés, tu es sûr qu'il y a aussi des grands blancs, surtout les petits, à ça, tu dois aussi joindre la pêche illégale, c'est-à-dire où une espèce est protégée dans ce pays, mais il y a des pêcheurs qui exprès vont pêcher cette espèce. Pour les grands blancs, ça se passe aussi car c'est un requin de grande taille, et bien sûr, les dents, les mâchoires sont très appréciées par les collectionnistes. C'est illégal, c'est une espèce protégée. Il y a les gens aussi en Italie ou en France qui font ça régulièrement. Maintenant qu'il y a plus de restrictions dans la communauté européenne, ça est devenu plus difficile. Mais je suis sûr que ça continue à se passer. Hein. Tu trouves aussi des drames encore aujourd'hui en vente sur des réseaux sociaux, sur des sites. Aussi, j'ai vu récemment sur Amazon, par exemple. Il y a un marché et il y a des gens qui veulent acheter des trucs pour l'espèce, c'est fini. En plus, le problème énorme, le problème principal, comme nous avons dit, des prises accessoires, de la pêche du thon, des espadons et des autres espèces. Est-ce que, à part l'homme, le requin blanc a des prédateurs? Bien sûr, on a récemment parlé beaucoup de la prédation des orques sur les grands requins blancs. Ces épisodes ont été faits géants par les médias, car tu sais toujours, ils aiment l'idée des attaques, les trucs, les scones, les monstres qui vont faire un combat, non? Qui est le plus fort. Ce sont des trucs ridicules. Mais nous savons même pour certains qu'il y a des orques, pas beaucoup de populations, un petit nombre des orques vraiment dans le monde entier qui sont spécialisés à chasser les poissons cartilagineux, ça veut dire les requins et les raies. Et ils font ça d'une manière plutôt méthodique. Mais c'est tout simplement une petite partie du total de la population des orques, tu comprends? Alors, c'est pas vraiment un grand problème pour les requins. C'est normal, c'est une partie de la sélection naturelle. Et normalement, les orques vont chasser un groupe et ils vont, bien sûr, normalement attaquer surtout les requins de petite taille. Ça veut dire des requins qui normalement sont entre 1 mètre, 1 mètre et demi. Nous avons vu des épisodes des orques qui ont attaqué des petits macaques, des petits requins tigres. Quelquefois, ils peuvent aussi attaquer des requins plus grands, des requins aussi de grande taille. Et c'est passé quelquefois qu'ils ont attaqué aussi des grands requins blancs. Il y a seulement 2 cas répertoriés des orques qui ont tué des grands requins blancs en Californie. Un cas en Australie, ça pendant toute l'histoire de l'observation des animaux. Hein. Et en Afrique du Sud, tout de suite, pendant les derniers environ 3 années, environ 5 cas, peut-être quelqu'un de plus. Pour quelle raison? Tu vas voir, tu découvres que les requins qui ont été tués en Afrique du Sud ont été tués, il semble, par 2 orques seulement.
Les orques en Afrique du Sud ne chassent pas les requins. Les orques en Afrique du Sud, normalement, chassent les dauphins. Puis c'est passé que d'un jour à l'autre, ces deux orques ont commencé à chasser les requins. Les requins blancs et des autres espèces de requins, les requins platnais en particulier. Et pour quelle raison? Bien sûr, on a observé que sur le corps de ces orques, il semble y avoir des blessures, comme si quelqu'un a tiré sur ces orques avec un fusil, un pistolet. Pour quelle raison? Bien sûr, les orques, quelquefois, vont voler les poissons des pêcheurs, des palangriers. Bien sûr, ça se passe très au large. Il y a des pêcheurs qui ont un fusil, des pistolets sur les bateaux, ils vont tirer sur les otaries, sur les dauphins, sur les orques. C'est illégal. Mais personne ne voit, non? Tu comprends? Mais dans tout cas, ce que je pense, c'est que ces orques ont été blessés par les êtres humains. À ce moment-là, ils ne pouvaient plus bouger normalement. Alors, ça c'est ma hypothèse, que ces deux orques ont commencé à chasser des requins, car ils n'étaient plus capables de chasser les dauphins, qui sont trop agiles pour les orques, qui ont ces problèmes de mouvement, ces problèmes de nage. Et on commençait à faire ça, jour après jour, tu comprends? Dans tout cas, est-ce que c'est un problème que deux orques ont tué quelques grands requins blancs? Pas du tout. Mais tu comprends que ce n'est pas deux orques qui vont détruire la population locale des grands blancs. La vérité, c'est que les êtres humains ont fait ça. À part ça, non, le requin blanc n'a pas des autres prédateurs. Alors, est-ce que le grand requin blanc est agressif envers l'homme? Non, les attaques des requins, de tous les 500 espèces de requins dans le monde, sont très très rares sur les êtres humains. Il y a seulement une dizaine de personnes par année qui se font tuer par les requins. Et seulement environ une centaine de personnes qui se font attaquer. Alors tu vois déjà que le nombre de gens qui viennent tuer, c'est seulement environ 10% des gens qui se font attaquer. Mais en plus, si nous allons prendre seulement les grands blancs, ce sont des cas très très rares. Mais il faut être clair, en tout cas, c'est l'espèce la plus dangereuse. Les données nous disent ça. Aussi car tu vois des autres espèces qui sont dangereuses, par exemple les requins bulldog ou les requins tigres. Mais ça, ce sont des espèces qui vont préférer toujours des eaux chaudes. Alors tu vas où il y a des eaux tempérées, et bien sûr tu ne trouves pas le requin bulldog ou le requin tigre comme en Méditerranée. Mais bien sûr tu peux être attaqué par un grand blanc. Mais c'est très, 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 très rare, car normalement le requin blanc n'est pas intéressé aux êtres humains. Aussi quand il vient près du bateau, pour quelle raison nous allons utiliser les chames et la pâte? Car il s'en fiche des êtres humains. Il n'a aucun intérêt à voir s'approcher des êtres humains. Et c'est ça qui se passe. Et c'est ça. Puis il y a des cas très très rares où le grand blanc va mordre en personne et des cas très 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 rares où il va manger la personne. Mais ça, c'est pas normal. Car normalement aussi dans les cas où il va mordre en personne, il ne va pas la manger. Pour quelle raison, normalement, le requin blanc peut attaquer? Mes études, et les études aussi des autres chercheurs, experts des requins, comme par exemple Ralph Collier, en Californie, nous disent clairement que le requin blanc va attaquer les personnes car il est très curieux. La plupart des morsures sont des morsures d'exploration. Il n'a pas l'intention de tuer, il veut tout simplement explorer. Mais bien sûr, un grand comme ça, il peut faire des dommages, tu sais. Et alors, nous voyons clairement pour quelle raison la grande partie des gens va survivre aux attaques. Et des autres fois, l'idée est qu'il va faire ce qu'en anglais nous appelons targeting practice. Il va faire une sorte de jeu qui lui sert pour améliorer ces tactiques de prédation. Un petit peu comme les chats à la maison
fait quand nous allons lui montrer la main qui bouge ou une petite souris, des trucs comme ça, il va attaquer ce objet-là. Et la même chose que notre chat peut faire à la maison, le grand blanc le fait en nature, en main avec les loutres, mais aussi avec les manchots quelquefois. Il peut le faire quelquefois aussi avec les surfeurs, les êtres humains. Mais c'est pas une chose commune. C'est pas une chose commune. Ici, Foss Bay, où je vis et travaille maintenant, en Afrique du Sud, ça a été pour toujours. On a des endroits, comme nous avons dit, avec le plus haut nombre de réclamations au monde. Et il y a toujours plein de surfeurs pendant toute l'année, car ici c'est presque comme un Internet printemps. Les gens vont dans la mer faire du surf aussi pendant la saison froide. Mais la chose intéressante, c'est que les surfeurs sont plus nombreux pendant le printemps et l'été, normalement, dans l'endroit exact où il y a plus de requins blancs pendant cette saison, exactement au même endroit des surfeurs. Alors, si le requin blanc était intéressé aux êtres humains, il y aurait des milliers d'attaques par année seulement dans ces baies. Mais normalement, quand le requin blanc était très nombreux, la moyenne d'attaques par année, c'était un cas. Tu penses, des centaines de surfeurs qui vont entrer dans là tous les jours, pour tous les jours de l'année, et au même endroit où il y a le requin blanc qui nage très proche de la côte. Une attaque par année. Quand il y avait beaucoup de requins blancs. Maintenant, c'est plusieurs années qu'il n'y a plus d'attaques. Car bien sûr, il y a très peu de requins. Je vais vous poser une dernière question. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous voudriez dire pour terminer la conversation? Oui, c'est très important que les gens soient à connaissance des problèmes de conservation des requins, car bien sûr, comme nous avons dit en avance, chacun peut faire leur partie. Des choses très très simples. Comme nous avons dit, il est important de choisir l'opérateur bien quand vous voulez faire de la plongée avec les requins. Et l'autre chose, encore plus importante, c'est très important que vous parlez, car vous voyez que toujours les requins proposés par les médias, encore comme le majordome, le killer, nous avons dit les requins, tous les requins dans le monde, tous ensemble, vont tuer environ 10 personnes par année. En même temps, les êtres humains tuent environ 100 millions de requins par année. La façon, c'est pas les requins, bien sûr, c'est l'être humain. Vous pouvez aussi faire quelque chose. Par exemple, j'arrêtais totalement de manger du thon, car un nombre incroyable de requins est tué dans la pêche du thon et de l'espadon. Et bien sûr, la chose meilleure serait d'arrêter totalement de manger des poissons, jusqu'au moment que les gouvernements font quelque chose vraiment de sérieux pour faire changer la situation. Mais vous voyez, le nombre de gens continue à augmenter. Ça, c'est la réalité du problème. Nous sommes en train de manger toutes les ressources naturelles de la planète. Quand j'étais petit, il y a 40 ans, il y avait la moitié des êtres humains que nous avons maintenant sur la planète. Nous sommes doublés pendant les dernières 40 années. Et vous voyez que ça est sans solution. Merci beaucoup, Christelle, pour l'occasion que tu m'as donnée de pouvoir parler de tous ces trucs-là très importants pour les requins et l'environnement en général. Un énorme merci à vous, Alessandro. Merci beaucoup. Voilà, cet épisode est terminé. Merci de nous avoir écoutés. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous au podcast et surtout, dites-moi ce que vous en pensez. C'est ce qui va finalement m'aider à améliorer mes interviews. Vous pouvez aussi trouver des photos de mes invités et des informations utiles sur le podcast, sur la page Facebook Paroles de Plongeur et sur le site internet www.paroledeplongeur.com. Si vous avez une histoire à me raconter, que votre parcours peut inspirer les autres ou que vous souhaitez aborder un sujet en particulier, contactez-moi à info@paroledeplongeur.com.
Un grand merci à Frédéric Brault pour l'aide qu'il m'apporte pour la réalisation de ce podcast. Et merci également à Sacha Ende qui a composé la musique que vous entendez. À très bientôt!